Il faisait déjà nuit quand la vidéo a été postée, une simple notif YouTube noyée parmi des dizaines d'autres. Titre banal, exploration maison abandonnée, ça tourne mal. Pourtant, en moins de 2 heures, elle atteignait 81 000 vues. Pas pour les blagues, pas pour les cris exagérés ou les jumpscares montés. Non, c'était autre chose. Quelque chose d'étrange. La séquence en question durait 2 minutes 36. Au début, personne n'avait rien remarqué. Juste des jeunes qui rient, qui filment à la lampe torche dans une vieille bâtisse, quelque part dans l'est de la France, un village paumé dont même Google Maps galère à tracer les contours. Ils entrent par une fenêtre brisée. Poussière, bois pourri, grincement, un sol craquant, une odeur d'humidité et de renfermé presque sucrée comme quelque chose qui a pourri trop longtemps. Ça semble normal, mais quelqu'un a mis en pause à 1h14 et c'est là que tout a basculé. On distingue une forme floue. D'abord, on croit que c'est une tache d'humidité au plafond. Puis, on regarde mieux et on voit 2 jambes, des bras tordus, la tête penchée, ça ne bouge pas. Mais c'est là, collée au plafond comme une mouche inversée. Aucun bruit, aucun cri. Les jeunes ne la voient pas. Mais la caméra, elle, la capte. Et depuis cette nuit-là, des commentaires apparaissent sous la vidéo à toute heure. Je l'ai vu, il m'a regardé. Le son coupe à 1h14. Écoutez bien. Depuis que j'ai regardé, je rêve d'un plafond rouge. Le plus troublant, la vidéo a été supprimée 6 heures plus tard. Pas par YouTube, par l'utilisateur. Sauf que l'utilisateur est porté disparu depuis 5 jours. Il s'appelait Kevin, Yanis, Chloé et Bastien. 4 amis d'enfance devenus inséparables depuis le lycée. Ils avaient grandi dans la même ville de province, à quelques heures de Paris, là où les soirées se faisaient souvent entre eux, faute d'autres choses à faire. Ce soir-là, ils avaient qu'à se décider de tenter quelque chose de nouveau. Kevin, toujours à l'affût de contenu pour sa petite chaîne YouTube spécialisée dans les explorations urbaines flippantes, avait proposé un live inédit. L'idée ? Passer la nuit dans une maison abandonnée dont les légendes locales racontaient qu'elle était habitée à l'envers. Bastien, le plus rationnel du groupe, se moquait gentiment de ces histoires. Il était étudiant en architecture et voyait les maisons délabrées comme des œuvres oubliées à décrypter, pas des repères de fantômes. Chloé, quant à elle, oscillait entre curiosité et appréhension. Depuis un malaise survenu lors d'une séance de spiritisme en terminale, elle disait ressentir les lieux chargés. Et Yanis, c'était le rigolo du groupe, celui qui filmait tout avec son téléphone et balançait des vannes douteuses dès que l'ambiance devenait trop tendue. Ils avaient tous entre 21 et 24 ans, jeunes, pleins d'assurance, croyant que la peur était un concept qu'on pouvait maîtriser derrière un écran. C'est Kevin qui avait proposé la Maison des Farges, à 20 minutes de la ville. On racontait qu'un vieux prêtre y avait perdu l'esprit en 1983 après avoir inversé tous les crucifix et marché pieds nus sur les murs pendant 3 jours avant de disparaître. Une légende urbaine, bien sûr. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient grosser tous. Avant d'entrer, Kevin lança le live. Les commentaires s'affichaient à l'écran. MDRR, vous êtes fous. Si je vois un truc chelou, je me barre. Tournez la caméra vers le plafond SVP. Et sans le savoir, cette dernière phrase allait changer tout le reste de la nuit. Ils pénétrèrent dans la maison des Farges avec l'excitation naïve de ceux qui ne croient pas aux malédictions. L'intérieur sentait l'humidité et la suie, comme si le lieu avait été consumé par des drames anciens et recrachés par le temps. Les murs, couverts de moisissures, étaient griffés de symboles indéchiffrables. Le plancher grinçait sous leurs pas. Chaque pièce semblait tordue, comme si l'architecture elle-même luttait pour rester droite. Chloé fut la première à le remarquer. Dans un petit salon délabré, à moitié englouti par la végétation qui avait envahi les fenêtres, un objet se dressait contre le mur du fond, recouvert d'un drap sale. Instinctivement, elle s'approcha, attirée par une sensation étrange, un frisson, ou peut-être une voix muette. Lentement, elle écarta le tissu, révélant un miroir ancien au cadre d'ébène sculpté de motifs africains. Ce n'était pas un simple miroir, il émanait de lui une vibration sourde, un chuchotement presque inaudible dans l'air. Dans le coin inférieur droit, une inscription gravée en lingala attirait l'attention. Moto akomona ngonga naye na kati ya mwinda. Celui qui regarde verra l'heure de sa fin dans la lumière. Bastien, sceptique, haussa les épaules. Encore un de ces trucs pour foutre la frousse. Un vieux miroir africain dans une baraque française. Faut pas pousser, mais Kevin, caméra en main, était surexcité. C'est parfait pour le live. Ce genre de truc, c'est l'algorithme qui kiffe.
On fait le test chacun notre tour. Chloé recula, blême. Non, ce miroir, il vibre. Il regarde en retour. Yanis s'esclaffa et pointa son téléphone vers elle. « T'es sérieuse ? T'as regardé trop de films d'horreur, Chloé ?» Pour détendre l'atmosphère, il fut le premier à se placer devant la glace. Mais l'image qu'il vit ne reflétait pas celle qu'il attendait, pas celle du présent, mais celle d'un futur très 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 proche. Il hurla, recula, tomba à la renverse, les yeux écarquillés, fixant un coin du plafond. « Y a quelqu'un derrière nous !» Et c'est là que Kevin tourna la caméra vers le plafond et que le live coupa brutalement. Le direct venait de se couper net, comme si une main invisible avait arraché la connexion entre leur monde et le reste du monde. Dans la maison, le silence tomba d'un seul coup, épais, poisseux. Même le vent sembla se retirer, laissant derrière lui une tension glaciale. « C'était quoi ce truc ?» cria Chloé, les mains tremblantes. Yanis était recroquevillé dans un coin, le regard figé. Il bégayait sans fin. Il était là. Il me regardait. Il souriait. Il savait. « Qui ça ?» demanda Bastien, tentant de garder son calme. Yanis ne répondit pas. Il pointa simplement le miroir, et dans ce silence, ils comprirent, le miroir ne reflétait plus seulement leur visage. Il révélait autre chose, quelque chose d'impossible. Chacun, tour à tour, se sentit inexorablement attiré, comme hypnotisé. Même Chloé, la plus réticente, sentit son regard glisser vers la surface noire et irisée du miroir. Et là, elle se vit. Mais pas dans cette pièce, elle était seule, dans une rue, sous une pluie battante, appelant quelqu'un. Puis un cri, une silhouette, une main qui surgit dans son dos. Et enfin, l'obscurité. Un dernier regard terrifié, figé dans le verre. Elle recula brusquement, en sanglots. Ce miroir, il montre notre mort, notre vraie mort, le moment exact, le lieu, la manière, tout. Kevin, fasciné, se colla au verre malgré leurs cris. C'est génial ce truc, une légende réelle. Je vais devenir une star avec ça. Si on filme tout, on perce. Mais au moment où il toucha le cadre pour le tourner vers lui, un craquement sinistre retentit dans la maison. Un souffle s'échappa du miroir. Une brume noire, visqueuse, presque vivante, s'éleva du sol. Chloé cria « Ne le touche pas, tu l'as éveillé !» Mais c'était trop tard. Une silhouette noire sortit lentement du miroir, nue, sans visage, mais avec leurs yeux. Elle marcha vers Kevin avec la lenteur d'un jugement éternel. « Non, non, je ne veux pas mourir comme ça !» Le miroir refléta son dernier hurlement, puis il redevint silencieux. Et sur la surface du verre, de nouvelles heures de mort s'inscrivirent lentement, une pour chacun des survivants. Le corps de Kevin venait de s'effondrer, raide, les yeux écarquillés, figé dans une terreur indicible. Il ne respirait plus, aucun signe de lutte, pas une blessure, juste mort, comme aspiré par quelque chose d'invisible. Chloé hurla, Bastien recula en trébuchant sur le tapis, et Yanis, lui, fixait encore le miroir. Il n'avait pas bougé, pétrifié. « Regarde !» balbutia-t-il. « Regarde là, en haut du miroir. » Ils s'approchèrent, à peine capables de contenir leur panique. Là, gravé dans une fine couche de givre noir sur la surface, apparaissait une série de chiffres, 22h44, Chloé 23h02, Bastien 23h59, Yanis. Un souffle glacial les traversa. Le miroir avait choisi. Il savait, il annonçait, et chaque minute qui passait rapprochait l'un d'eux de sa fin. Chloé s'effondra en larmes. Non, non, c'est impossible. C'est juste une hallucination collective, un délire. Ce n'est pas réel. Mais les minutes défilaient, et tout dans la maison semblait s'accorder à cette fatalité. Le tic-tac de l'horloge résonnait plus fort. Les ombres s'étiraient comme attirées par le miroir. Et les murs eux-mêmes semblaient se refermer lentement. Bastien courut jusqu'à la porte d'entrée. Fermée. Puis à la fenêtre. Clouée avec des planches qu'il n'avait jamais posées. On est enfermé. Quelqu'un joue avec nous. C'est un cauchemar mis en scène. Mais même lui ne croyait plus à ses paroles. Dans un coin, le miroir pulsa. Une sorte de lumière sourde battait derrière la surface, comme un cœur noir. Yanis chuchota, livide. Ce n'est pas un objet, c'est une porte, et chaque mort l'ouvre un peu plus. À ce moment précis, une voix chuintée sortit du miroir, comme un écho d'au-delà. Le premier a franchi, le second attend, le s'enlit,
Le reflet trahit. Une pression invisible emplit la pièce. Chloé suffoqua, incapable de se lever. Bastien la prit dans ses bras, tentant de la rassurer. Mais à 22h43, une dernière seconde de silence s'imposa dans la maison. Puis une lumière blanche jaillit du miroir. Et Chloé disparut dans un cri déchirant, avalée par le verre comme par une bouche béante. Il était 22h44, le miroir ne mentait jamais. Un silence étouffant tomba sur la maison après l'engloutissement de Chloé. Ni cri, ni écho. Seul restait le crépitement d'un miroir qui vibrait, comme vivant. Sur sa surface, des fissures sombres commençaient à apparaître. Mais ce n'était pas du verre brisé. C'était comme si quelque chose, de l'autre côté, frappait doucement. Pour sortir. Yanis tomba à genoux, tremblant. Il fixait le vide laissé par Chloé. Il n'y avait ni cendre, ni trace, rien. Juste une ombre qui continuait à vibrer sur le sol, comme une empreinte spectrale. Bastien, lui, craqua. Il hurla en lançant une lampe contre le miroir. Le verre absorba l'impact sans broncher. Puis, une image apparut sur la surface, celle de Chloé, figée dans un néant grisâtre, les bras tendus, la bouche ouverte en silence. Comme si elle appelait à l'aide, ou qu'elle imitait quelqu'un déjà pris au piège avant elle. Ce miroir, ce n'est pas une malédiction, dit Yanis d'une voix rauque, c'est une prison, et chaque reflet, chaque visage qu'il capture, l'ouvre un peu plus. À 23h01, l'horloge trembla. Une secousse invisible parcourut le sol, le miroir pulsa, encore une fois. Bastien se redressa. « Je ne vais pas attendre qu'ils me prennent, je vais brûler cette saloperie. » Il courut vers la cuisine, sortit un bidon d'essence qu'ils avaient utilisé pour un barbecue et en aspergea le miroir. L'odeur forte se répandit dans la pièce. Il alluma une allumette, l'approcha. Mais le miroir réagit avant lui. Une main noire en surgit, tordue, brumeuse, sans chair, mais dotée de griffes longues comme des dagues. Elle attrapa Bastien par la gorge et l'attira violemment dans le verre. Il hurla, ses pieds griffant le sol, laissant des traces de sang sur le parquet. Yanis essaya de le retenir, agrippant son bras. Mais la chair de Bastien se mit à se désagréger, morceau par morceau, aspiré par une force trop ancienne pour être humaine. À 23h02, Bastien disparut. Le miroir émit un son rauque, presque satisfait. Yanis, seul, recula, le regard fou. Il se jeta au sol, en pleurs. Pourquoi moi à la fin? Pourquoi 23h59? Qu'est-ce que tu veux? De moi? Alors, le miroir parla. Pas avec des mots, avec des images. Il montra Yanis, seul, enfant, un orphelinat, puis un feu, un miroir, des rires, puis des cris. Un autre enfant, disparu ce jour-là. Yanis hurla. Il se souvint. C'était lui. Il avait déjà vu ce miroir, et il avait menti. Il l'avait vu avaler quelqu'un, et il n'avait rien dit. Le miroir ne punissait pas au hasard. Il revenait chercher ce qui lui était dû. Les murs vibraient maintenant comme un cœur en colère. La maison semblait vivante, ou plutôt possédée. Des objets lévitèrent dans le salon, des éclairs d'ombre traversèrent les plafonds, et le miroir, au centre, brillait d'un éclat malade, presque organique. Yanis, recroquevillé dans un coin, pleurait en silence. Ses souvenirs remontaient en bouillonnant. Ce jour-là, à 7 ans, il avait vu un garçon disparaître dans le miroir. Et au lieu de prévenir les adultes, il avait fui. Et maintenant, le miroir revenait pour réclamer le silence qu'il avait laissé passer. Les chiffres de l'horloge murale grésillèrent. Ils se brouillèrent, puis se figèrent brusquement sur 23h59. Le miroir, lui, se mit à respirer, lentement, comme un animal prêt à dévorer. Puis un murmure s'éleva, dans toutes les langues à la fois, comme une incantation maudite, un reflet, un souvenir, un silence, une dette. À minuit, le dernier paiera. Les visages de Chloé, Bastien et même celui du garçon de l'orphelinat apparaissaient d'une à maintenant dans le miroir. Leurs bouches remuaient en silence. Mais il n'y avait plus de supplication. Il y avait de la rage, comme s'ils exigeaient la vérité. Yanis se leva, il chancela, puis il cria « C'est moi le premier coupable. J'ai laissé le miroir prendre ce garçon, j'ai menti toute ma vie. Je le mérite, c'est moi que tu veux. » Le miroir gronda. Une faille noire s'ouvrit en son centre, immense, presque cosmique, mais au lieu d'avaler Yanis, il s'arrêta. Le silence tomba d'un coup. L'horloge bipa une dernière fois. Puis, minuit. Yanis haleta. Il regarda autour. Plus rien ne bougeait. La maison était figée.
Le miroir était redevenu simple, vide, aucune lumière, aucune forme. Juste son propre reflet, le regard fou. « C'est fini » souffla-t-il, mais alors qu'il s'éloignait, le miroir cligna des yeux. Pas son reflet, le miroir lui-même. Yanis se retourna, choqué. Mais déjà, l'image de sa chambre se déformait. Le parquet se tordait, les murs ondulaient. Il se rua vers la porte d'entrée, l'ouvrit, un inconnu se tenait devant. Un jeune garçon, trempé de pluie, le regard perdu, comme s'il avait voyagé depuis un autre monde. « C'est ici ?» demanda le garçon. « La maison avec le miroir ?» Yanis pâlit. Il comprit. Ce n'était pas fini. Ce n'est jamais fini. Le miroir ne réclame pas des vies, il réclame des vérités tues, des fautes oubliées, des dettes non payées. Il attend. Toujours, jusqu'à 23h59, et à la fin, c'est toujours vous qu'il regarde.